charge et ce travail que vous menez. Du coup, je suis gênée par ça. Hop, pardon. Et donc, l'intervention de Stéphane Giraud porte sur les sciences comportementales, qui fait partie en fait d'un département de la DITP sur lequel donc vous avez, Stéphane, une équipe pour travailler sur ces sujets-là. Et l'idée pour nous, c'était effectivement de mieux comprendre ce qu'il en retourne. Qu'est-ce que sont les sciences comportementales? Qu'est-ce qui fait que comprendre le comportement des individus, la manière dont ils agissent, quelles sont leurs motivations, sont des éléments importants pour fabriquer la loi, le règlement. Et c'est quelque chose à la fois de nouveau, mais qu'on entend de plus en plus. Souvent, on entend parler aussi de nudge. Vous nous expliquerez aussi peut-être s'il y a quelque chose d'assez apparent ou pas. Donc, on va vous laisser, Stéphane, nous expliquer ces sciences comportementales, à quoi elles ressemblent, pourquoi on les utilise, et peut-être avec quelques éléments d'explication et d'illustration sur ce que vous avez déjà mené du côté de la DITP. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir via le chat et on aura un temps d'échange de toute façon après l'intervention de Stéphane Giraud. Merci encore. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc, oui, effectivement, vous parler de sciences comportementales. Le mot important pour vous donner un peu la tonalité de mon intervention, c'est science. Soyons clairs, on est sur une démarche qui a des fondamentaux scientifiques, qui a avant tout fait appel à la méthode scientifique, qui a des connaissances scientifiques. Je dis ça parce qu'évidemment, ces sujets sont certes dans l'air du temps, mais plus ou moins identifiés, souvent fantasmés. Et ce qu'on fait en vrai, c'est effectivement d'utiliser des connaissances et de la méthode scientifique pour les mettre au service de l'action publique. Alors avec plusieurs orientations derrière, travailler sur des politiques publiques, travailler sur des objets de politique publique, également potentiellement travailler sur des questions RH. J'en dirai quelques mots enfin, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas on va dire le champ sur lequel on est les plus investis. La DITP, quand même, deux petits mots au cas où. Il est possible que des gens, y compris ma famille, ne sachent pas ce qu'est la DITP. Donc, cette direction, c'est une direction stratégique de l'État qui s'attache à la question de la réforme de l'État, avec, entre autres credo, l'idée que la réforme de l'action publique, l'optimisation de l'action publique, ça se passe mieux quand on le fait avec les gens concernés, avec les usagers, avec les agents, et que pour ce faire, il y a des méthodologies classiques d'enquête, quantitatives, qualitatives, qui permettent d'associer les gens à la fabrique ou à la décision publique. On peut aussi y introduire d'autres types de méthodes, j'allais dire plus qualitatives, mais qui vont au-delà en tout cas du recueil du déclaratif, qui permettent notamment, qui mobilisent notamment le design, et donc ces fameuses sciences comportementales. Et oui, donc je dirige un pôle d'activité au sein de la DITP, avec une petite mais incroyable équipe de chercheuses. Ce sont des filles issues du domaine de la recherche, des sciences cognitives, et qui donc travaillent sur différents sujets que je vais vous narrer. Avant ça, je vais vous donner ma vision très, très caricaturale. On a un temps limité, donc forcément, je vais être un petit peu caricatural. Ça a des vertus pédagogiques, mais je vous invite à mettre évidemment de la nuance dans tout ça. Donc, une vision caricaturale de l'action publique. Qu'est-ce que c'est l'action publique? De manière très, très, très schématique, j'insiste. C'est en gros utiliser trois types de leviers: la réglementation, les incitations ou sanctions financières, et puis l'information au sens le plus basique du terme, à savoir l'information en mode journal officiel. Et on s'en sert pour faire quoi? Mine de rien, on s'en sert assez souvent pour faire évoluer des comportements. Cette question du comportement, elle est souvent au cœur de l'action publique, et notamment des politiques publiques. Quand vous voulez promouvoir des pratiques éco-responsables, quand vous faites de la sécurité routière, quand vous voulez inciter les gens à épargner ou à préparer leur retraite, vous essayez d'influencer des comportements. Et habituellement, historiquement, on essaie de le faire donc avec ces trois leviers qu'on utilise de manière plus ou moins complémentaire, plus ou moins équilibrée. Le souci, c'est que quand on fait ça, de temps en temps, il arrive qu'on rate un petit peu quelque chose. Je vais vous donner un cas concret. On peut appeler ça une politique publique, mais en tout cas une action publique. La manière dont des responsables de crèche ou de la petite enfance peuvent être amenés à gérer une question assez pénible au quotidien, à savoir la question des retards des parents. Et c'est un sujet qui, par exemple, a souvent été traité en utilisant la question, évidemment, de l'information, de la réglementation, mais surtout de la sanction financière. Et il y a des endroits comme ça où on a mis en place des systèmes d'amende pour sanctionner les parents et les inciter à venir à l'heure récupérer leurs enfants. Il y a des endroits en particulier, ça a été étudié en fait, on a objectivé
les conséquences de la mise en place de ce genre de dispositif. Je vous laisse profiter quelques instants du chat pour choisir la réponse qui vous semble la plus pertinente. Donc, dans ce cas de figure où on a mis en place une amende de 5 € par enfant après 10 minutes de retard, qu'est-ce que ça a généré comme phénomène? Donc, à savoir soit une augmentation des retards, ce qui n'est pas a priori le but recherché, une suppression totale des retards, des parents qui tout d'un coup seraient devenus totalement disciplinés, une absence d'effet, ça arrive, on a souvent des politiques publiques comme ça qui ont un impact nul, ou bien une baisse des retards, mais pas totale. Je vous avoue, je ne vois plus le chat, mais je vous laisse quelques instants pour imaginer On s'en occupe, Stéphane, on va suivre ça. D'accord. Et quelle est la tendance alors? Le A et le D reviennent assez régulièrement. D'accord. Le gagnant est le A. Objectivement, ça a conduit de manière très, très sensible, et c'est objectivé, hein, ça a été étudié, à une augmentation des retards quand on met en place ce genre de dispositif. Pourquoi? Parce que ce qu'on pensait a priori logique, a priori cartésien, imaginez comme ça qu'une sanction serait prise en compte, une sanction financière serait prise en compte par les gens et aboutirait à des comportements plus vertueux, au contraire, ça a été conçu comme une marchandisation en fait de cette question du retard. Et les gens ont conçu ça comme un service marchand. Et de fait, ils ont intégré ça à leur pratique. Ils ont considéré qu'ils pouvaient maintenant payer pour venir chercher leur enfant plus tard. Ça s'appelle un effet rebond en termes psychologiques et également en termes de politique publique. Et c'est là où la question du comportement, des sciences comportementales est vitale. Parce que si on se contente de mettre en place ces mesures réglementaires, ces mesures financières et ces informations, on va dire, brutes, si on n'intègre pas cette question du comportement, à la fois en termes de compréhension et de levier, on se heurte assez souvent à ce genre d'impasse ou à ce genre de dysfonctionnement. Pour ce faire, je vais vous emmener visiter quelques instants votre cerveau. Là aussi, je vais être très, très, très schématique. Et la moindre personne un petit peu instruite sur ces sujets considérera que je suis une brute et que je ne fais que de la caricature. Je ne sais pas si vous êtes familier des notions de système 1, système 2, qui sont des choses dont on peut débattre, qui mettent en avant l'idée que notre cerveau fonctionnerait d'une part en mode réfléchi et de l'autre part en mode réflexe. C'est-à-dire qu'il y aurait une catégorie de nos usages cognitifs qui seraient très réfléchis, qui seraient très posés, qui seraient des calculs, et d'autres qui seraient plutôt donc des réflexes, des choses qui viendraient assez spontanément. Il faut se dire que ces catégories, c'est des catégories intellectuelles. Évidemment que notre cerveau est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est une vertu pédagogique. Effectivement, nous avons des moments, des situations où on réfléchit les choses, où on pèse le pour et le contre, où on fait des choses qui ont à voir avec cet être qu'utilise l'économie néoclassique qui optimiserait l'utilité. Et puis, il reste du temps, ces raccourcis mentaux, ces heuristiques qui nous permettent, au fil de notre expérience individuelle, mais aussi de l'expérience de notre espèce, de prendre des décisions de manière quasi automatique. Et ça c'est absolument précieux. Ça nous permet d'économiser largement nos ressources cognitives qui sont énormes. Hein. Notre cerveau, c'est un outil brillant. On est bien meilleur, même le pire d'entre nous, même moi, que la meilleure des intelligences artificielles. On est capable de beaucoup plus de choses. Et on est capable de ça justement parce qu'on a cette mécanique des raccourcis mentaux qui nous permettent, pour plein de situations, de prendre des décisions en mode rapide, en mode quasi-réflexe, sans avoir à calculer, sans avoir à réfléchir trop aux tenants et aboutissants de tout ça. Et ça, c'est très, très bien. Sauf qu'il y a de temps en temps, c'est une vraie vertu, hein, ça nous permet de concilier tout ce qui nous arrive comme information à traiter et puis le caractère limité de nos ressources. Et quand je dis limité, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste qu'on a une quantité de ressources. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est imparfait ou je ne sais quoi, qu'on serait idiot. Non, on a une somme de capacités avec lesquelles il faut composer. Et puis, il y a des cas de figure où ces raccourcis ils nous trahissent quand même. Alors, je ne vais pas m'embarquer dans une longue explication de pourquoi il y a ces cas précis, mais disons que les théories les plus séduisantes là-dessus, elles sont issues d'une discipline qu'on appelle la psychologie évolutionniste, qui tend à expliquer que notre cerveau, il s'est construit au fil de notre histoire, l'histoire de notre espèce, et qu'il a développé des mécanismes qui sont pour l'essentiel, je dis, particulièrement précieux pour gérer cette masse de situations auxquelles on est confronté, mais que de temps en temps, on a adopté des réflexes qui étaient valables dans des circonstances, dans des contextes, je veux dire un gros mot, mais préhistoriques, des choses qui avaient à voir avec la survie de l'espèce, et qui, dans d'autres circonstances aujourd'hui, s'avèrent relativement contre-performants. Voilà, je vous donnerai quelques exemples derrière. Et ça, c'est quelque chose qui, honnêtement,
ce qui est important à considérer, c'est que c'est valable au niveau de l'espèce humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas des enjeux individuels, ce n'est pas des problématiques individuelles, c'est quelque chose qui est valable pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de l'espèce, et qui fait qu'on peut prévoir ces mécanismes de biais et anticiper leurs conséquences. Je vais vous donner donc quelques exemples de ces biais. Encore une fois, hein, cet exercice, il se veut rapide et pédagogique, donc ce ne sont que quelques illustrations. Regardez ce damier, cet échiquier. Vous avez deux cases, la case A et la case B. Vous avez par ailleurs un cylindre vert. Je vous invite juste à répondre à une question. Là aussi, j'invite mes animatrices et camarades à me glisser quelques éléments. Que diriez-vous de la case A et de la case B et de leur couleur? Sachant que vous savez qu'il y a un piège. Ou pas. Donc, certains nous disent que c'est similaire, en tout cas, j'imagine en termes de taille. On voit quand même peut-être que le fond est quand même différent. Le fond A grisé foncé et le B plus clair. A priori, très honnêtement, moi-même, je vois deux cases de couleurs différentes. Je vois une case A foncée, une case B beaucoup plus claire. En réalité, les deux sont de couleurs identiques. Même en le sachant, je continuerai toujours, si je suis sur cette version-là, à les voir de couleurs différentes. Pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est un outil d'interprétation. C'est un outil d'association d'idées, un outil d'interprétation qui n'analyse pas de manière purement analytique en fait, les informations et qui reconstruit les choses. Et là, qu'est-ce qu'il reconstruit? Il reconstruit l'idée que d'abord, vous avez affaire à un damier, donc il doit y avoir une alternance de couleurs. Donc forcément, cette case B, elle a vocation à être plus claire alors qu'elle ne l'est pas. Et accessoirement, vous avez aussi cette chose verte, cette masse verte qui crée une zone d'ombre et qui donc nous invite à compenser la couleur de la case B et donc à l'éclaircir. Et ça fait partie donc de ces mécanismes, de ces biais qui nous amènent à avoir des réinterprétations de la réalité, notamment visuelle. Mais ça, ce n'est pas que visuel. Évidemment, les éléments visuels, ils ont une vertu pédagogique, mais ça vaut largement dans nos interprétations des situations sociales, avec un phénomène, notamment les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est une des variantes les plus fréquentes des biais. Les stéréotypes, c'est notre propension à imaginer à partir de certains éléments la profession de quelqu'un, sa situation sociale. C'est là aussi un raccourci mental qui peut conduire à des dérives, qui là aussi a des vertus initiales. Les stéréotypes, je vais vous sembler très, très caricatural encore une fois, mais ça a une vertu en termes de reproduction de l'espèce, de survie de l'espèce. On a tendance, logiquement, en tout cas dans l'époque préhistorique, à se dire qu'il vaut mieux se reproduire avec quelqu'un qui nous ressemble. Évidemment, les choses ont changé depuis, les contextes ont beaucoup évolué, mais on continue à être guidé par ces stéréotypes. Prenez n'importe quelle charte de discrimination, vous verrez toute la gamme des stéréotypes qui continuent à nous animer et qui nous animent même au-delà de nos valeurs, de notre morale et de nos réflexions. Vous avez aussi des biais qui peuvent intervenir dans la prise de décision et certains le savent très bien et les exploitent même. Prenons ce cas de figure, rappelez-vous cet endroit, le cinéma, où on pouvait aller au siècle dernier, on pouvait vous y vendre potentiellement cette chose horrible qui, moi, perturbe mes expériences cinématographiques, le popcorn. Imaginons qu'on vous vende deux versions du popcorn, la petite version, la grosse version. Même un être très gourmand, honnêtement, aura quand même plus de chances dans ce cas de figure à se dire tiens, le popcorn à 7 €, ça me semble absolument disproportionné, non seulement en termes de quantité, mais de prix. Et de fait, dans ce cas-là, vous irez plutôt vous réfugier du côté du petit popcorn à 3 € si vous faites partie des popcornophages. Et puis, des gens qui comprennent et voient l'intérêt potentiel pour des pratiques commerciales des sciences comportementales se disent tiens, je vais glisser au milieu un objet intermédiaire qui n'a aucun intérêt en tant que tel. C'est un produit d'une quantité intermédiaire avec un prix qui se rapproche franchement plus du prix du haut. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous avez, à l'inverse d'une situation où il y avait juste deux éléments où la version à 3 € attirait l'attention, vous avez tout d'un coup la grosse version du popcorn qui devient soudainement très, très attrayante. Parce que vous avez la sensation de faire une affaire prodigieuse. Juste pour 50 centimes de plus que la version intermédiaire, vous pouvez accéder au gros volume. Là, vous avez un cas de figure où nos prises de décision sont potentiellement biaisées et en plus où des gens exploitent clairement ces biais comportementaux. Ce ne sont que quelques exemples, je pourrais vous en faire plein. Il y en a plein, notamment dans le domaine visuel, qui peuvent être assez bluffants.
Je vous invite quand même à relativiser tout ce que je viens de vous dire. C'est une tendance un peu suicidaire que j'ai. Je dis des choses et après je dis le contraire. Ça s'appelle l'esprit critique en vrai. Cette manière de catégoriser les décisions humaines par des biais, c'est quelque chose d'assez tendance que vous retrouvez à peu près dans plein de magazines un peu généralistes qui vous racontent comment vous fonctionnez en 10, en 15, en 20 biais. Tout ça reste de la matière scientifique mouvante et je n'aime pas forcément qu'on tende à faire rentrer les gens dans des catégories. Donc, essayons d'éviter, je dis ça parce que notamment sur les questions RH, c'est assez fréquent, essayons d'éviter des postures qui font qu'on va aller voir certains consultants qui nous expliquent comment l'être humain fonctionne en 10 biais. Nous sommes un petit peu plus raffinés et un petit peu plus complexes que ça. Stéphane, du coup, Oui. dans le chat, on demande si vous avez d'autres exemples d'illustrations justement pour réfléchir aux biais cognitifs. Et également, on a aussi une question d'Arnaud Thomas, il parle de l'effet halo. Est-ce que c'est Oui. celui-là qui est mis en évidence? Ça fait partie des biais. Alors, je pourrais honnêtement passer une journée à vous raconter le détail de tous les biais. Je ne vais pas pouvoir en vrai m'étendre plus si je veux développer tout le propos, mais justement, regardez cette magnifique slide. Elle vous invite à aller vous emparer d'un jeu qu'on a conçu, qui est disponible sur le site de la DITP, qui est le jeu de l'approche comportementale, qui a vocation en vrai à permettre à des décideurs publics d'aller utiliser tout ça pour de la praxis publique justement, mais qui permet concrètement de rentrer dans toute cette diversité des biais, de les appréhender mieux, de mieux les comprendre. Je ne veux pas non plus survendre cette chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura potentiellement une prochaine séquence qui sera consacrée à l'utilisation de ce jeu. Et l'autre option que vous avez pour aller plus avant sur cette question des biais, vient de sortir, vient d'être publié cet ouvrage qui a été fait par Coralie Chevalier et Mathieu Perrona, qui sont deux camarades de jeu à nous, qui travaillent du côté de la recherche et qui concrètement essaient d'explorer justement ces mécanismes de biais cognitifs ou plus généralement d'ailleurs de mécanismes psychologiques et de voir comment ils influencent concrètement, quotidiennement les perceptions, les fonctionnements, les prises de décision de l'être humain sur des sujets des sujets de politique publique divers et variés. Je suis désolé, hein, je pourrais effectivement vous montrer plein d'autres choses. C'est juste que je vois le temps filer et que je ne peux pas non plus vous faire trop de détails sur ces enjeux. Je reprends un peu de hauteur. Donc, vous avez cet ensemble de disciplines académiques, les sciences cognitives, la psychologie sociale, l'économie comportementale, plein de choses comme ça qui, en gros, en schématisant vraiment, ont en commun donc de s'intéresser à la manière dont les individus se comportent, ce qui veut dire en fait très souvent dans la manière dont les individus prennent des décisions. Donc, ils prennent des décisions avec ces ressources cognitives limitées, avec de temps en temps ces quelques biais qui viennent les perturber. Et tout ça, c'est fondamentalement intéressant et même passionnant et même vital pour l'action publique parce que, je l'ai dit, les comportements, ils sont au cœur de plein de politiques publiques et tout ça a pénétré depuis quelques années la sphère institutionnelle. Vous avez quelques temps forts qui ont un peu les marqueurs de cette progression. Quelques prix Nobel, notamment le prix Nobel de Daniel Kahneman en 2002. Daniel Kahneman, c'est celui qui a notamment théorisé cette idée du cerveau avec le système 1 et le système 2. Vous avez derrière deux prix Nobel plus récents, celui de Richard Thaler, un des co-pères du nudge, je vais en dire quelques mots, et également, d'une certaine manière, on peut rattacher à ça le prix Nobel d'Esther Duflo, qui a à voir fondamentalement avec ses approches par sa promotion de l'économie expérimentale. Je reviens donc en 2009, là, vous voyez, M. Sunstein et M. Thaler, oui, ils sont concrètement dans cette réflexion sur comment utiliser ces connaissances au service de l'action publique. Alors, dans leur cas, c'est plutôt au service de l'intérêt général, parce qu'on est au Royaume-Uni, la frontière peut parfois être floue entre les deux. Ils mettent en avant le concept de nudge. Le nudge, c'est on va dire la partie émergée de l'iceberg comportemental. C'est celui qui a pris un peu la lumière, qui a beaucoup plu aux politiques en particulier, parce que derrière ça, il y a l'idée qu'on pourrait mettre en place des dispositifs incitatifs qui répondent à tous ces phénomènes psychologiques que j'ai évoqués. Et qui aura l'avantage notamment d'être assez peu cher. C'est une petite mythologie autour de ça qui a beaucoup concouru au succès du nudge. C'est une théorie, une démarche qui peut être pertinente, qui peut être en particulier très impactante sur des sujets qui se prêtent à ce genre d'approche où on veut déclencher un comportement de manière pas forcément très consciente. Mais pour moi, très clairement, on est sur on va dire un versant minimaliste de tout le potentiel et de tous les impératifs des sciences comportementales. Je vous en dirai un peu plus après sur nos méthodes de travail. Toujours est-il que ces approches suscitent l'intérêt, en particulier de Barack Obama,
qui à ce moment-là a confié une de ses administrations à Kasselstein, l'OIRA, qui est une administration qui s'occupe de régulation et de simplification administrative. Et on est fondamentalement dans l'intérêt majeur de ces sciences comportementales qui consiste largement à mieux comprendre les gens et donc à essayer de leur simplifier la vie derrière. Alors, cette approche américaine, elle a été un petit peu dissoute dans le Trumpisme. Le président suivant était un peu moins sensible à la notion de science, donc il a dissous tout ça. Mais par contre, ces approches ont continué à se diffuser, en particulier au Royaume-Uni, du côté du gouvernement Cameron à l'époque, avec la création de la Behavioral Insights Team, qui est une structure à l'époque située au sein du Cabinet Office britannique et qui depuis s'est autonomisée. Et vous avez, de par le monde, plein de choses comme ça qui se sont intéressées, qui se sont déployées autour de ces approches comportementales, avec très honnêtement une dominante anglo-saxonne. On est dans quelque chose qui culturellement est davantage ancré dans certains pays, dans certaines cultures et dans certaines pratiques de l'action publique. Aujourd'hui, les plus importantes structures, elles sont, je l'ai dit, bon, les États-Unis sont revenus un petit peu sur ça. Le Royaume-Uni continue, le Canada et l'Australie sont parmi les plus avancés. Mais vous avez là cette jolie carte de l'OCDE qui recense un peu tout ce qui se fait de par le monde. Alors, il y a des approches à des tailles très inégales, hein, très honnêtement. Vous avez des choses un peu massives, vous avez des choses qui sont au sein d'administrations dites de métier, et puis vous avez des structures plutôt de veille et de prospective, notamment dans des organisations multilatérales, type Banque mondiale, OCDE, Commission européenne. Voilà. Et une fois qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits? Alors, dans ces endroits, on fait plein de choses. Je vais vous dire ce qu'on fait dans le mien. Donc, dans le mien, avec ma petite équipe, on a une vocation, je vous l'ai dit au départ, de participer à cette volonté de contribuer à la prise en compte du point de vue des êtres humains réels dans la conception des politiques publiques, donc d'appuyer ça sur des connaissances scientifiques et sur de la méthode, et plus généralement d'être dans une logique de culture de l'évaluation d'impact et de partage des connaissances, qui veut dire une chose, ça concrètement, c'est d'essayer de ne pas réinventer systématiquement la roue. Voilà. Et on fait ça dans 3 directions. La première, c'est sur des travaux sur des politiques publiques concrètes qu'on fait avec les ministères, qu'on fait avec les opérateurs sociaux. On est vraiment sur un échelon gouvernemental en termes de périmètre et en termes de niveau d'intervention. Il y a une époque où on était un peu plus artisanaux, où on faisait des choses un petit peu avec nos petites mains. Là, on a monté en gamme et en niveau d'intervention. On a un deuxième travail spécifique sur les communications administratives dont je vous dirai quelques mots. Et puis, on a vocation aussi, évidemment, à évangéliser autour de tout ça, à diffuser. C'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que je fais 3-4 fois par semaine à peu près. Je vous parle de la partie maintenant sur les politiques publiques. Alors là, vous avez un exemple de ce que ça donne quand on convertit un PowerPoint en mode de LibreOffice. Ça peut donner des choses toutes vilaines. Cette méthode, en soi, elle n'a rien fondamentalement de révolutionnaire. Quand vous voyez ce cercle, il s'agit de diagnostiquer un sujet, il s'agit derrière de trouver des solutions et derrière de les évaluer. Mais il y a quand même des spécificités fortes. Quand on dit qu'on essaie de comprendre, de diagnostiquer un problème, on utilise différentes méthodes. On utilise d'abord des revues de littérature scientifique, c'est ce qui fait sans doute une de nos particularités les plus fortes, essayer de comprendre ce que dit la science de tel ou tel comportement qui est au cœur de telle ou telle politique publique. Et on complète ça par des études soit documentaires, soit des études de terrain de type quanti, de type quali, de type ethnographique, pour essayer d'aller approfondir plus spécifiquement un sujet quand il nous semble que la science n'a pas été trop claire sur les tenants et aboutissants du problème, ou alors parce que ce qu'on a collecté est peut-être dans un contexte culturel particulier et qu'il faut le recontextualiser dans nos environnements à nous. Derrière, on essaie un travail d'idéation. Notre travail de diagnostic permet généralement d'identifier des barrières qui sont des barrières comportementales, mais aussi des barrières d'ordre plus technique, des barrières financières, des barrières juridiques et autres. Souvent, nos partenaires viennent nous voir avec l'idée que c'est les gens qui sont imparfaits, qui ont des dysfonctionnements en termes de comportement. On essaie de leur expliquer que ce n'est pas forcément le cas, qu'il peut y avoir des offres de services, qu'il peut y avoir des réglementations qui sont potentiellement mal fichues, et qu'une bonne manière de penser des solutions comportementales, c'est avant tout d'adapter les environnements et pas de chercher à faire changer les êtres humains. Ceci d'autant que le changement individuel, c'est quelque chose qui peut s'user plus facilement dans le temps. Donc, il vaut mieux trouver des solutions structurelles comportementales plutôt que d'essayer de bouger le curseur des êtres humains. Et quand on fait ça avec à la fois c'est un travail de créativité, mais c'est aussi un travail d'intégration du principe de réalité. Ce travail de co-conception, il se fait avec les responsables des politiques publiques concernées. On essaie de mettre en place des choses qui sont adaptées au réel. Et derrière, on évalue. Alors, évaluer, c'est quelque chose que tout le monde, beaucoup de gens pensent faire, mais avec des réalités très, très différentes selon les mots.
enfin selon les pratiques plus exactement. Et notre standard de l'évaluation à nous, c'est ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés. C'est là où je vous remets une petite dose de science. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre avec une certaine volumétrie, on met en place nos interventions, pas en mode industriel, on n'essaie pas de se dire tout de suite, on lâche l'idée dans la nature et on voit ce que ça donne. On essaie de faire sur des grands volumes quand même, un test où on a un groupe témoin, qui est un groupe sur lequel on ne fait pas a priori d'intervention, et puis d'autres groupes tests sur lesquels on va tester différentes options pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, avec des vrais liens de causalité. Quand on fait ça, on le fait sur des périmètres à géométrie variable. Ça peut être sur plusieurs millions de personnes. On l'a fait par exemple avec la DGFiP sur des démarches. Ça peut être sur des dizaines ou des centaines de milliers. On a fait ça notamment sur d'autres types de démarches numériques, avec la CNAM, avec l'URSSAF par exemple. Et puis il y a des cas, des politiques publiques où c'est plus compliqué de déployer des choses sur des gros volumes, où on fait ça de manière un petit peu plus qualitative, on va dire. Mais en tout cas, il y a vraiment ce temps d'évaluation avec des méthodes et des critères scientifiques qui, pour nous, est vraiment fondamental et qui est un préalable au déploiement industriel, au passage à l'échelle, qui bien souvent est un petit peu mise en place sans cette phase de pré-thèse parce que pour des raisons de calendrier, pour des raisons de culture et autres. Et potentiellement, l'idéal est de reboucler cette boucle et de recommencer les choses parce que le comportement humain, je l'ai dit, il s'use dans le temps, il évolue et qu'il faut adapter les solutions au fil du temps. Vous avez encore une magnifique flag pleine de scories de LibreOffice. On travaille dans tous les domaines, on travaille dans tous les champs de l'action gouvernementale. Si j'ai un peu de temps sur la fin, je vous en raconterai un ou deux de projets parce que c'est évidemment plus parlant quand de raconter concrètement les choses. Mais dites-vous par exemple qu'on travaille ou qu'on travaillait sur la question de la protection du consommateur, voir comment essayer de limiter les risques d'exposition à des fraudes en ligne. On travaille sur la question des logements vacants, comment inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché. On travaille sur des questions sociales aussi, comment faire en sorte que les jeunes qui sont suivis par les missions locales décrochent moins de leur formation professionnelle, comment faire en sorte que sur le marché de l'emploi, les travailleurs handicapés à la fois s'auto-censurent moins, candidatent davantage à certains emplois, et de l'autre côté, que les entreprises soient plus, non pas forcément plus ouvertes, mais en tout cas témoignent plus ouvertement de l'ouverture à ce genre de candidature. Même si, évidemment, c'est une règle fondamentale, tout le monde est censé accéder à l'emploi, sauf que de fait, on voit bien qu'il y a des difficultés. Je dis ça parce que de temps en temps, on nous explique que la loi est comme ça. Oui, mais la loi, des fois, elle ne marche pas. Et c'est là où potentiellement, on peut être utile. On travaille fréquemment sur des sujets de santé. Je ne vais pas vous raconter toutes nos aventures sur la Covid et la pandémie, mais par ailleurs, on travaille fréquemment sur des questions liées à l'antibiorésistance. On travaille là-dessus avec Santé publique France et avec le ministère de la Santé, comment essayer d'inciter les médecins à moins prescrire d'antibiotiques, sachant qu'eux-mêmes subissent la pression de leurs patients. Je ne vais pas tous vous les détailler, quelques-uns quand même encore. Dans le domaine éducatif, on a travaillé sur la question de la sensibilisation des parents au sommeil des enfants. On vient de sortir un rapport sur la protection des familles vis-à-vis des écrans, comment faire en sorte d'avoir des pratiques plus raisonnées. Et plein de choses dans le domaine de l'environnement. Là aussi, je ne vais pas tous vous les détailler. Il y a eu un travail sur l'indice de réparabilité que vous trouvez aujourd'hui sur certains objets électroniques qui est issu de nos travaux. Et on commence là deux projets, un sur l'éclairage nocturne, comment faire en sorte que la loi qui incite les commerçants à éteindre leur vitrine la nuit soit effective, donc voir comment on peut trouver des leviers dans ce champ-là. Et autre sujet qui commence sur la pêche durable, comment sensibiliser pêcheurs, les professionnels de la pêche et les consommateurs à s'intéresser davantage à un label qui est celui de la pêche durable, qui, là aussi, c'est une loi, mais personne ne s'en empare en France. Donc voilà, on en a plein comme ça, plein de sujets d'effectivité des politiques publiques sur lesquels on peut avoir une utilité. Autre dimension scientifique de tout ça, on publie tout. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses sur le comportement des gens dans le dos. Tous ces travaux sont trouvables sur le site de la DITP. Je conviens que ça peut être pas forcément l'endroit où vous allez tous les jours, mais si vous avez envie d'en savoir plus, toutes ces interventions, tous les rapports, leur méthodologie, leurs résultats, leurs échecs parfois aussi, on est totalement transparent, sont disponibles sur le site de la DITP. Mon Dieu, je vois que le temps file. Autre sujet que j'évoquais, on travaille beaucoup sur la simplification administrative. Quand on s'intéresse à la question des prises de décision des individus, ça dépend pour une bonne partie de la manière dont ils traitent l'information, dont ils comprennent, dont ils perçoivent l'information. Et quand on parle politique publique, tout ça, ça vous invite à vous pencher fortement sur la question de la manière dont on communique auprès de nos usagers, dont on s'intéresse, dont on conçoit des formulaires, dont on conçoit des courriers,
qui peuvent de temps en temps plomber un petit peu l'efficacité, la beauté, la clarté des politiques publiques qu'on a conçues en amont. Alors ça, c'est une évidence. On se dit que c'est effectivement des choses qu'il faut porter, qu'il faut transformer pour le bien-être des usagers que nous sommes, que vous êtes. Mais c'est aussi quelque chose, on essaie d'en convaincre nos partenaires, qui a un intérêt pour l'administration. Parce que derrière cette complexité, derrière ces enjeux de simplification, il y a plein de bénéfices possibles pour l'administration, en termes financiers notamment. Hein, il y a des problématiques de réitération de démarches, de trop perçus, de multiplication des erreurs, qui sont des choses qui impactent l'action publique. Vous avez aussi des politiques publiques qui vont dans le dur, qui échouent, qui n'existent pas, notamment avec des problématiques de non-recours, parce que ces documents, parce que ces communications, elles sont dysfonctionnelles. Et tout ça, à terme, on va dire que ça ne contribue pas franchement à la qualité de la relation entre les usagers, entre les citoyens et l'administration. Et accessoirement, ça impacte quand même aussi un petit peu la vie des agents, parce que les agents, ce sont eux qui doivent les assumer concrètement, tous ces documents, quand ils sont en contact avec les usagers. Donc, on s'intéresse aussi à ces agents. Et notamment, on parlait il y a quelques minutes là des biais cognitifs. Certes, nos concitoyens, les usagers, peuvent être exposés à ces biais, mais les agents aussi, notamment les agents rédacteurs de documents administratifs. Eux, ils sont dans une posture, alors là je vais être totalement caricatural, et si vous pouviez, vous me jeteriez des cailloux, mais ils sont dans une posture qui, à 99%, est juridique, qui consiste à délivrer un message et à s'assurer de la robustesse juridique de ce message. Ce qui veut dire, en gros, plus on met d'infos, mieux c'est. Ce qui veut dire que si moi je le sais, les autres doivent le savoir aussi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et accessoirement, on l'a toujours fait comme ça, donc on ne va pas changer. Ça, c'est juste la version un petit peu café du commerce des biais cognitifs. Mais c'est ce qui anime la plupart des documents administratifs quand ils sont conçus, dans la manière dont ils sont conçus. Alors qu'on pourrait se dire qu'il n'y a pas qu'un enjeu de délivrance d'un message brut, mais qu'il faut aussi potentiellement se dire qu'il faut mettre un peu de saillance sur certaines informations pour attirer l'attention de l'usager sur les parties utiles, s'assurer vraiment de la compréhension des choses, donc utiliser un message simple, un langage simple, pardon, un langage adapté, faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose avec une information. Une démarche administrative, ce n'est pas juste une information juridique, c'est souvent des choses à faire derrière, il faut pouvoir les enclencher, il faut aider les gens à planifier les choses, ça c'est un levier comportemental majeur. Et tout ça, derrière, il y a une question de posture, une question de bienveillance qui encore une fois, conditionne la qualité de la relation administration aux citoyens et puis l'effectivité des politiques publiques et des démarches des usagers. Sur ces chantiers de simplification, on fait deux types d'activités. Je le redis, j'ai une petite équipe, donc tout ça, dites-vous que c'est avec… la partie politique publique, c'est avec une personne, cette partie-là, c'est avec deux personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font, ces incroyables jeunes femmes? D'une part, elles font des travaux pratiques de simplification sur des documents emblématiques, donc des travaux avec toutes les administrations volontaires, sur des choses quand même à forte volumétrie, et avec un chantier emblématique au milieu de tout ça, les CERFA. Si quelqu'un ici sait ce que veut dire CERFA, par exemple, je l'invite à un séjour au milieu des biais cognitifs ou autre, je ne sais pas ce que je trouverai comme cadeau, mais dites-vous que ce sujet des CERFA, en soi, il est emblématique des dysfonctionnements de l'État, des dysfonctionnements de l'action publique. On a comme ça un document emblématique qui conditionne la vie de plein de gens, qui est au cœur de quantité de démarches administratives et dont l'écosystème institutionnel aujourd'hui, il est totalement artisanal, pour ne pas dire folklorique. Donc, il y a un enjeu spécifique sur lequel on a été mandaté en CITP, donc le Comité interministériel de la transformation publique, qui est un peu l'organe de suivi et d'impulsion de ces grandes réformes, où on a vocation à travailler sans CERFA qui conditionne un petit peu la vie des gens, et essayer de faire en sorte qu'ils soient soudainement un petit peu plus compréhensifs, intuitifs et clairs. Ce qui veut dire changer l'organisation de l'information, ce qui veut dire changer le langage, ce qui veut dire plein de choses. Et au passage, faire passer une autre initiative du gouvernement, à savoir le design system, la charte graphique de l'État qui essaie d'homogénéiser un petit peu les documents publics. Donc, ces travaux pratiques, ils sont complétés, je vous l'ai dit, on a là aussi un écart entre ressources et objectifs par un travail d'encapacitation, de montée en puissance des administrations, qui passe par des formations, qui passe par des ateliers, des simplificatons, qui passe par des outils, des chartes par exemple. On est en train de travailler à un kit CERFA justement qui permet d'autonomiser les travaux des uns et des autres. Et puis un autre objectif très ambitieux, une plateforme de simplification du langage, un outil que tout agent public pourrait potentiellement utiliser pour traduire son langage administratif en un langage compréhensible par un être humain normal. Voilà.
Je reviens un petit peu sur la partie outillage et travaux pratiques. Je ne sais pas si vous êtes familier de Service Public Plus, donc c'est une plateforme qui donne à voir, on va dire, l'action publique dans sa diversité et surtout dans ses dimensions usagées. Et dans la rubrique « Je contribue », vous avez deux choses qui concernent nos travaux. Vous avez d'une part un endroit où vous pouvez dénoncer des formulaires que vous trouvez très, très, très vilains, tout type de documents, d'ailleurs tout type de documents administratifs qui nous permettra derrière d'aller remonter des choses auprès des administrations concernées, parce qu'elles me disent que tout va bien, que personne ne vient leur signaler quoi que ce soit. Vous avez également dans cette rubrique « Je contribue » la possibilité de rejoindre un panel de testeurs. Nous en avons près de 6000 aujourd'hui, je crois. C'est énorme. Et ça nous permet concrètement de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'évaluer, parce que c'est bien là aussi d'avoir des connaissances et des intuitions pour optimiser le document, mais c'est encore mieux de valider ça avec des usagers en situation. Et c'est souvent une partie impensée de l'action publique. Et pour en revenir sur la partie outillage, vous pouvez aussi aller sur ce fameux site de la DTP et trouver un ensemble de vidéos et de fiches pratiques qui permettent de s'approprier plus concrètement, plus utilement ces principes de rédaction claire, ces principes d'organisation de l'information. Vous en avez 6 comme ça, c'est assez ludique, c'est assez facile d'accès. Je vous invite franchement à aller voir de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi aller voir ce document. Ce document, c'est notre best-seller. Le mot seller n'est pas bon parce qu'il ne se vend pas, il se donne. C'est derrière la notion de vaincre la phobie administrative grâce aux sciences comportementales. C'est un guide en fait pratique de rédaction et de conception de documents accessibles et clairs pour les citoyens. Je vais en finir parce que le temps passe très 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 vite. Juste 2 mots. On a évoqué au tout départ, notamment en introduction, la question des pratiques RH. C'est évidemment un champ aussi où l'approche comportementale fait pleinement sens. Vous pouvez trouver aussi sur notre site un guide qui s'appelle « Les sciences comportementales se mettent au boulot », qui parcourt un petit peu quelques grands enjeux de nos modes de fonctionnement au travail, voir comment les connaissances sur la cognition, sur le comportement peuvent aider dans des pratiques concrètes, des pratiques d'agents, des pratiques de managers, sur des choses qui ont trait à la communication, des choses qui ont trait à l'usage du numérique, plein de choses. On vient également sur ces sujets RH de faire une vidéo qui est disponible sur le site de l'IGPDE, donc l'organisme de formation du ministère de l'Économie et des Finances, qui traite des questions du recrutement, et de la manière dont les biais cognitifs peuvent et doivent être intégrés dans les questions de recrutement. Et puis la DTP a vocation, dans pas si longtemps, bientôt ou très bientôt, à sortir un ensemble de modules sur ces questions d'innovation managériale et la manière dont les sciences comportementales peuvent en situation, c'est vraiment des modules de formation, parce que s'il y a un enseignement comportemental majeur, c'est que la pratique, c'est mieux que la théorie, qui permettent de s'approprier aussi ces concepts et de les faire vivre en situation. Voilà, je me tais. Mon Dieu, il reste 7 minutes, c'est horrible, j'ai honte. Merci beaucoup Stéphane, merci. Merci aussi à Élise Potier qui a répondu à un certain nombre de questions. Ah oui, mon Dieu, Élise est là, bravo Élise. Ouais, merci Élise pour avoir répondu aux questions en plus d'accès aux documentations qu'on a pu voir sur le chat. Moi, ce que je vous propose, comme on a démarré 10 minutes en retard, si vous en êtes d'accord Stéphane, c'est qu'on se garde ces 10 minutes en plus. Ouais, parce qu'on voit bien que le sujet est quand même un sujet qui passionne, qui fascine, qui questionne. Sur le chat, peut-être, avant de laisser la parole à nos participants, s'ils ont des questions. Moi, j'ai noté plusieurs sujets. D'une part, beaucoup de participants qui vous remercient et puis qui sont plutôt fans de la documentation qui existe déjà sur le site de la DTP. On voit bien quand même effectivement que ça commence à infuser toute cette documentation, donc c'est super. On a aussi un participant, c'est Anthony, qui visiblement aurait testé un nudge sur ses propres enfants pour réduire la taille des gâteaux au chocolat. Ça serait intéressant, éventuellement, si on a un peu de temps, s'il souhaite et éventuellement partager son expérience. Et puis, on a Anne qui, du coup, vous a trouvé l'acronyme du CERFA. Donc, on va vous laisser en lien, du coup, Stéphane, pour… Ah, mais je le connais. Mais c'est l'histoire de ce document qui est terrifiante, qui dit en quoi l'action publique peut de temps en temps se diluer dans des pratiques que je décrivais comme artisanales et folkloriques. Le CERFA, c'est à la base un service de l'INSEE, le centre d'enregistrement et de référencement des formulaires administratifs, qui par la suite s'est dissous dans des espèces de pratiques de commissions administratives et parlementaires, et puis qui depuis dites-moi aujourd'hui qui s'occupe officiellement des CERFA. Ah, vous reposez une question, c'est pas du jeu, Anne a déjà je sais. Non, mais la DILA rend des d'immenses services et assume de fait ce rôle, mais en vrai,
En vrai, oh non, pardon, j'arrête, je suis dans les états d'âme. Voilà. Écoutez, on va laisser du coup les participants qui le souhaitent à prendre la parole simplement pour dire qu'effectivement, on voit que c'est un sujet qui est vraiment passionnant et qu'une heure, c'est vraiment trop court. Donc, en tout cas, on vous dira en fin de séance qu'on prévoit d'autres choses sur ce sujet-là, mais je laisse la parole aux participants qui le souhaitent. Est-ce qu'il y avait des questions quand même qui sont restées sans réponse ou pas? Écoutez, je ne pense pas sur la partie Non, chat. mon J'ai Dieu. l'impression qu'on a plutôt tout traité. Puis Élise a été ultra réactive. Oui, mais voilà, mais j'en ai 3 comme ça, elles sont incroyables. Elles sont Voilà, du coup, tout a été complété. Je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas si, voilà, vous voulez vous-même peut-être Moi, témoigner de ce que vous avez pu mettre en place. Oui, pardon. j'aurais une question si personne d'autre n'en a. C'était plus pour savoir aussi comment est-ce que justement vous arrivez à faire retomber un petit peu ces initiatives, à essaimer plus sur les territoires. Comment est-ce que si vous travaillez avec les collectivités pour trouver des champs d'expérimentation et voilà, sourcer un petit peu les Ouais. terrains d'expérimentation. Alors, historiquement, on a fait dans la débrouille, encore une fois, là aussi, on était deux avec nos petites mains et on travaillait beaucoup avec les collectivités locales qui avaient un avantage majeur, c'est que par rapport à toute cette démarche, que ce soit en termes d'accès au terrain ou de capacité à collecter de la donnée, elles étaient mieux outillées en fait que l'État. Nos sujets, j'ai décrit un peu notre méthode, hein, ça consiste quand même à avoir accès à pas mal de données, avoir accès à des terrains, et ça c'est quelque chose que nos administrations centrales n'ont pas forcément sous la main. Donc à l'époque, les collectivités locales étaient nos partenaires privilégiés. On s'est repositionné, enfin, on est monté en puissance avec un marché, avec des ressources financières, avec des ressources humaines, et on a à un moment lancé un appel à projet auprès des administrations, mais centrales, parce que c'était notre vocation en tant que DITP, qui nous a fait ces 3-4 dernières années travailler essentiellement avec donc les ministères, avec les opérateurs sociaux. Et encore aujourd'hui, sur la somme des partenariats qu'on a, il y en a beaucoup qui se font comme ça avec ces administrations. Ça n'empêche pas que de temps en temps, sur tel ou tel projet, on met en place de fait un partenariat avec une collectivité locale, ou alors parce qu'on travaille avec un service déconcentré de l'État et qui de fait, lui, déjà à son terrain. Et donc, on ne s'interdit rien, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure, nous, de travailler en bilatéral avec des collectivités locales. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà d'essayer je parlais du travail d'évangélisation qu'on mène. Il y a derrière un immense enjeu qui est la question des rapprochements entre les administrations, tout type d'administration confondue, et la recherche. C'est pour nous un combat qu'on essaie de mener, qui dépasse d'ailleurs les sciences comportementales, hein, qui vaut pour beaucoup d'autres disciplines. Et on se heurte à plein de choses qui sont des silos qui valent dans les deux mondes, hein, dans les administrations, qui valent aussi du côté scientifique. Moi, des fois, j'aimerais faire travailler des scientifiques de manière pluridisciplinaire, et c'est souvent un petit peu compliqué. Qui se heurtent aussi à des petits obstacles juridiques, parce que de fait, on se rend compte qu'on ne peut pas faire des choses aussi facilement qu'on voudrait, qu'il faut passer par des marchés publics et que c'est derrière assez compliqué. Après, il y a un autre type de dispositif qui est notamment porté par la DITP, à savoir les laboratoires d'innovation territoriale, qui sont pour nous potentiellement d'excellents relais pour déployer ce genre de choses. Alors, pas forcément des relais techniques, dans le sens où ils ne sont pas eux-mêmes forcément outillés ni même outillés sur ces approches comportementales, mais en tout cas, potentiellement aujourd'hui, dans l'écosystème de l'action publique, c'est dans ces endroits qu'on peut potentiellement trouver des manières concrètes de créer des passerelles entre ces disciplines, ces approches, nos services, et puis ce qui mériterait d'être déployé localement. Mais le chemin à parcourir est immense. Après, vraiment, moi, il y a une chose toute bête que je fais. Quand une collectivité locale, par exemple, me demande ce qu'on peut faire, je ne suis malheureusement pas en situation de leur proposer quelque chose de manière bilatérale, mais j'essaie déjà de les mettre en relation avec les chercheurs locaux. Ils existent aussi, donc ils peuvent aussi aller voir du côté des universités en province ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il suffit de les mettre en contact. Il y a vraiment des sujets culturels derrière qui peuvent être des freins. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui un de nos challenges. Merci. Stéphane. J'ai un peu répondu, pardon. Oui, merci. Et merci Elisa, parce que du coup, ça fait écho aussi à la question posée par Philippe Gambier, qui est aussi un agent d'une collectivité territoriale et qui se posait aussi un peu ces mêmes questions, comment être accompagné par la DITP sur ces projets qui sont particulièrement innovants. Donc, vous y avez répondu, merci Stéphane. En tout cas, quoi qu'il en soit, parce que je vois aussi des appels, des sujets individuels qui émergent dans le chat,
On est contactable en vrai. Je ne dis pas qu'on va donner suite à tout, loin de là, parce que j'ai un sujet majeur de bande passante, de ressources et autres, mais on peut à minima, pour les uns et pour les autres, à défaut de leur trouver, de déployer un projet plein et entier avec eux, essayer de trouver des réponses un peu circonstanciées. Donc, il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si mon mail, quelque part dans la presse, vous sera, mais je suis payé par vos impôts, donc vous pouvez m'appeler. On mettra vos coordonnées, oui, si on ne l'a pas déjà fait. On va le mettre en place. Et puis, vous avez raison, les laboratoires d'innovation, et on en parle parce que l'étape, c'est un sujet de notre laboratoire d'innovation porté par la préfecture de région qui s'appelle donc la Fabrique RH. Et du coup, vous avez totalement raison, Stéphane. C'est aussi le lieu où potentiellement on peut traiter de ces sujets en ayant et en faisant… Ou au moins, on peut créer des contacts au moins. Exactement, exactement. Donc, on garde ça au coin de notre tête. Ça peut être effectivement un sujet très intéressant à développer dans notre laboratoire d'innovation. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a d'autres participants qui souhaitent poser des questions ou témoigner. Je confirme que le champ social est un champ, je réagis au chat, le champ social est un champ avec lequel on travaille énormément, avec la DGCS, avec les organismes sociaux. Là, voilà, il y a quelqu'un qui dénonce mon… Alice, Voilà, c'est bien, merci. Alice. Oui, je me suis permise de le mettre dans le chat. Voilà, c'est là où vous voyez aussi… C'est marrant, cette adresse aussi en soi est emblématique de l'histoire de l'État. Voilà, pardon, j'arrête. Non, ça n'a pas de sens, ce que je vous dis là. Voilà. Le modernisation.gouv.fr est une scorie historique. Voilà. Il est toujours là. C'est parfait. Je ne sais pas si on a encore des questions, en tout cas peut-être sur ce sujet, encore une fois, qui confirme vraiment l'intérêt en quoi partager autour des sciences comportementales et de leur application, au-delà même de la compréhension de ce que c'est que les sciences comportementales. Et donc, du coup, pour teaser un peu, c'est ce qu'on s'est dit assez rapidement avec Stéphane Giraud et puis avec Alice, qu'on voit que c'est un sujet qui passionne. Et donc, du coup, on s'est dit, on ne peut pas simplement se limiter à juste 1 heure d'intervention. Il faut qu'on imagine peut-être de décliner ce thème sur d'autres supports, d'autres formats. On aura peut-être l'occasion de vous poser avec Élise, qui était très active sur le chat. Merci encore, Élise. Peut-être effectivement de parler de sciences comportementales à travers le jeu de l'approche comportementale. Ça, c'est certainement quelque chose qu'on va pouvoir proposer à nos participants. Et puis, pourquoi pas aussi avoir avec vous, Stéphane, peut-être pour focuser sur un projet en propre et comprendre comment vous l'avez effectivement abordé, traité au travers justement des sciences comportementales. Donc, voilà, on voit qu'on n'a pas du tout terminé d'en parler, et tant mieux. Si on n'a pas d'autres questions, en tout cas, on vous remercie beaucoup. Oui, pardon. Bonjour, pour ma part, je suis en Guadeloupe et je suis une fan de la DITP. Enfin, je vous suis très régulièrement. Ben oui, parce que pour moi, c'est une source de richesse oui, bien sûr, dans nos apprentissages et puis dans notre vision que l'on doit avoir de notre administration future. Et voilà, et les sciences comportementales, je découvre petit à petit, mais en fait, on revient aux sources essentielles de l'humain qui doivent approcher ses pairs dans quel que soit le système dans lequel ils évoluent pour mieux les comprendre et leur faciliter la vie. Point barre. Moi, je voudrais avoir un petit retour de votre expérience et de vos travaux de recherche, mais aussi d'expérimentation. Est-ce que vous avez une estimation à l'heure d'aujourd'hui de l'impact de vos travaux ou de l'appropriation de vos travaux au sein des cercles de managers, ou en tout cas des décideurs de l'administration? Parce que moi, je vous avoue qu'ici, chez nous, c'est complètement à côté les RH n'évoquent en rien l'approche, l'innovation même. Alors, il y a des signaux positifs, il y en a d'autres qui montrent que le chemin est encore long devant nous. Les signaux positifs, c'est qu'on existe, c'est qu'on est régulièrement, on va dire, on pourrait faire mieux en termes de ressources, mais on est conforté. On a été lauréat notamment du Fonds de transformation de l'action publique. On va mener une 30aine de projets dans les 3 ans à venir, par exemple. On a une assise, on va dire, financière et technique. Après,
oui, il y a une question d'appropriation de ces méthodes par les décideurs. Les décideurs privés, d'ailleurs, étant sans doute plus versés là-dedans que les décideurs publics, mais pour des mauvaises raisons, hein, parce qu'ils ont bien vu le truc avec le popcorn. Ils ont vu le truc avec le popcorn aussi. Donc voilà, ça marche bien. Après, il y a l'appropriation, il y a le type d'appropriation. C'est-à-dire qu'on a quand même un combat culturel à mener sur la dimension scientifique de ces approches et d'essayer justement de sortir de la mystique du nudge et on va dire des approches un peu gadgets qui peuvent avoir des vertus, qui peuvent avoir des intérêts, mais qui font que quand nous, on explique derrière qu'on va mettre de la méthode scientifique, que ça va prendre 6 mois, ceci, cela, on peut être un peu déceptif aussi, mais je pense que c'est un investissement. Donc, bon, on continue le combat. Après, très, très concrètement, j'ai vu passer, si on parle de décideurs de haut niveau, j'ai vu passer quelques 5-6 ministres depuis que je suis sur ces sujets. Bon, il y a des choses, il faut convaincre là aussi, quoi. Bon, Amélie de Montchalin, concrètement, notre ministre, elle est familière de ces sujets. C'est déjà un véritable atout. Après, la modernisation, transformation publique, c'est beaucoup, beaucoup de choses. On n'est qu'une facette de ça, donc on a un effort de conviction encore à mener. Ça ne fait aucun doute. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites et vos supports, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et enrichissant, qui nous permet justement de convaincre à nos niveaux. Et ce qu'on peut aujourd'hui concrètement envisager comme objectif, j'insiste, c'est des montées en compétences internes dans les administrations, c'est-à-dire de recruter des gens dont c'est le profil, de recruter des gens dont c'est le métier, de mettre en place des marchés. On l'a fait par exemple avec Pôle emploi, qui a créé son marché sciences comportementales pour les questions de parcours usagers. Donc c'est ça les milestones, enfin les marqueurs, on va dire, de progression, plus que de savoir si tel ou tel décideur est convaincu, parce que les décideurs bougent aussi, ils changent. Donc, c'est surtout, on va dire, des questions de recrutement, des questions de marché, des choses comme ça. Mon Dieu, Philippe Ganvier veut savoir des choses sur mon parcours. Mon Dieu. Oui, voilà, exactement. Alors, Stéphane, est-ce que vous avez... Alors là, oui, je vais vous dire quelque chose. Je suis la preuve que tout le monde peut faire des sciences comportementales. J'ignorais l'existence des sciences comportementales il y a encore 4-5 ans, mon Dieu. Si vous voulez vraiment savoir ce que j'ai fait dans la vie, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait Sciences Po, tout ça, voilà, un truc voilà. Ensuite, j'ai travaillé dans un institut de sondage. Voilà, je m'occupais d'études politiques. Ensuite, j'ai travaillé chez un de mes clients. Je me suis occupé de la communication de la CFDT, voilà, du temps de Nicole Notas, si ça vous dit quelque chose. Ensuite, j'ai travaillé dans un grand groupe industriel mort, Péchinet, je m'occupais des relations publiques. Ensuite, j'ai décidé que tout ça avait un sens relatif et que j'avais envie de me mettre au service de l'action publique et en même temps de changer un peu de vie. J'ai rejoint l'Est de la France, qui est ma zone d'origine, et j'ai rejoint l'administration fiscale. Et là, je sais que je fais rêver tout le monde. Je m'occupais principalement de soutien à l'activité économique, pour être très, très schématique. Et puis, un jour, j'ai vu de la lumière au SG Maps, ce qui a précédé la DITP. Et mon ancien métier de sondeur d'il y a longtemps avait un intérêt pour eux. Et dans le lot, on m'a mis les sciences comportementales, dont j'ignorais tout, c'était il y a 5-6 ans. Et depuis, je me suis pris de passion pour la chose en en voyant tout le potentiel et surtout en m'entourant de gens dont c'est le cursus, dont c'est la passion et qui ont un talent et un dévouement qui est issu de la science. Ce n'est pas des fonctionnaires avec qui je travaille, mais qui pour moi est exactement la même chose que le dévouement à l'intérêt général. Leur manière de concevoir la science au service de la société, c'est exactement la même chose. Voilà, mon Dieu, j'ai l'impression de faire un édito, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que Stéphane ne veut pas nous parler de son expérience nudge avec ses enfants? Moi, ça m'intéresse personnellement. Ah, la légende veut que les parents soient les premiers nudgers. Hein. C'était pas moi, hein. Si. J'ai entendu Stéphane, mais c'est moi en tant que parent. Non, c'était non, c'est quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui a. Oui, c'était Anthony qui. Parce que moi, j'ai une fille, mais je ne vous cache pas que c'est moi qui suis nudgé par ma fille, donc je n'ai pas. Non, c'est Anthony dans le chat qui nous avait parlé d'un nudge appliqué à ses enfants. Je ne sais pas s'il veut partager l'expérience ou pas. Après, je ne veux. Oui. Oui. Ah, oui, ben voilà, super. Bonjour. Oui, j'avais vu que c'est quelque chose de la DITP. Je crois que c'était la taille des gâteaux au chocolat à la cantine. Ah. Et en fait, mais ça ressemble un petit peu au jeu d'échecs. C'est la taille qu'on perçoit ou le rapport de la taille du gâteau à la fin réelle. Mais la taille de l'assiette par rapport à la taille du contenu influe sur le sentiment de satiété. Voilà, exactement. Et ça m'avait beaucoup intéressé et je m'en suis servi. Mais aussi sur moi, hein, parce qu'il faut être
Voilà. C'est ça qui est terrible, c'est que propos... même si on sait qu'il y a un mécanisme en place, on peut quand même être influencé. Bon, moi, juste en 2 mots, je travaille à la ville d'Antibes. Moi, c'était surtout pour vous remercier parce qu'effectivement, ce travail de mise à disposition de vos études qu'on peut consulter, dont on peut prendre connaissance, c'est très précieux. Ne serait-ce que pour comprendre petit à petit les mécaniques qui sont en jeu. Et merci pour ça, c'est un travail considérable. À titre personnel, je me suis beaucoup servi de l'étude que vous aviez faite sur encourager la pratique sportive auprès des agents, parce que je m'en occupe un petit peu à la ville d'Antibes. C'est une thérapie personnelle, ça. Ouais, le document aussi sur se mettre au boulot avec les sciences comportementales est vraiment très précieux, qu'on peut utiliser sous forme de petites briques dans dans des cercles un peu différents dans une collectivité. C'est vraiment fantastique. Et le jeu, alors je ne joue pas vraiment, mais je l'ai. J'ai les fiches. Mon Dieu. En fait, non, mais c'est pas une blague. Regarde, J'ai les Élise, fiches. c'est émouvant. Pardon. J'ai les fiches et en fait, elles me servent très souvent, mais alors pour des petites choses, ne serait-ce que pour rédiger des mails, quand notamment je lance des opérations pour lesquelles j'ai quelques difficultés à avoir des réponses. Donc, j'utilise toutes ces mécaniques, les biais, etc., pour essayer d'avoir des retours plus conséquents, etc. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, parallèlement, je veille aussi à expliquer ce que j'utilise auprès des personnes qui subissent, mais parce que c'est un peu quand même la difficulté. Tout à fait. Non, mais c'est un de mes points sur l'approche nudge strict, c'est que essayer de faire le bonheur des gens malgré eux, c'est pas l'idée non plus, quoi. C'est pas voilà. Donc en nota bene, je leur explique qu'ils sont nudgés ou que avec tel et tel. Voilà. Pour revenir à mes enfants et j'en termine là. Le biais d'ancrage, ils ont bien compris quand il s'agit de me demander de l'argent de poche. Tu nous donnes 400, 350 ou voilà. Merci en tous les cas. Mon propos, c'est surtout merci parce que c'est très précieux au quotidien. Merci Anthony. Je crois, Stéphane, qu'on a une autre. Une levée de main, j'ai vu. Voilà, Bonjour, merci également parce qu'en fait, moi je suis fonctionnaire depuis 14 ans et j'ai travaillé sur le terrain en travail social auprès des plus précaires et je me suis orientée vers la politique, la mise en œuvre des politiques départementales en DDCS et puis ensuite sur le travail égalité professionnelle femmes-hommes en DRH dans les universités et j'ai repris mes études. Donc en fait, ça m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, ayant été sur le terrain en début de carrière, j'ai vite voulu évoluer au-dessus et je me suis bien rendu compte de la difficulté finalement de mettre en œuvre des politiques qui, sur le terrain, ne collaient pas avec les attentes, avec les comportements des usagers. Et du coup, en fait, ma question, elle est sur, finalement, si vous deviez tirer une problématique principale du travail que vous menez au quotidien avec vos équipes, quel serait-il? Parce qu'on a ce contexte de transformation publique très, très importante. Il n'y a jamais eu une loi de transformation publique aussi transformatrice que celle qui est passée en 2019. Et puis, effectivement, vous avez déjà évoqué plusieurs écueils. Si on devait en retenir qu'un, Monsieur Giraud, ce serait lequel, s'il vous plaît? Alors, vous êtes sur la transformation publique au niveau macro ou sur ma vie professionnelle à moi? Non, parce que moi, je n'ai pas d'avis sur la transformation publique, c'est très, très bien. Moi, pas de... non, mais sur nos approches, évidemment, je l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, évidemment qu'on a plutôt des choses à faire devant nous que ce qu'on a fait derrière. Il y a beaucoup encore de terrain à conquérir. J'ai surtout envie mon but, ce que je radote un peu quotidiennement, c'est d'essayer d'expliquer que ces approches comportementales, on vient souvent nous voir quand il y a un problème. On vient souvent nous voir quand il y a un échec. On vient souvent nous voir quand le truc, il a été conçu comme je vous ai décrit ça, de manière caricaturale, avec un peu de réglementation, un peu de finance, un peu de ceci, un peu de cela. Puis on vient nous voir en nous disant que ça ne marche pas parce que les gens ont un problème d'acceptabilité de tel ou tel dispositif. Et mon but, c'est d'expliquer que non, ce n'est pas ça, qu'il faut nativement concevoir les choses en intégrant cette question du comportement. Et ça pose des questions de ressources, mais ça pose aussi des questions de culture. Ces connaissances, ces méthodes comportementales, pour moi, c'est censé être natif de l'action publique. Ce n'est pas censé être un correctif. On en revient encore au cas du nudge, qui peut, je le redis, faire sens de temps en temps. Mais il faut le plus possible vraiment penser ces questions le plus possible en amont et pas juste quand on est en cas d'échec et arriver justement avec ces histoires d'interventions comportementales qui vont emporter l'adhésion des gens. Voilà. Est-ce que j'ai dit quelque chose de sensé? Oui, tout à fait.
Merci. Merci Et donc ça beaucoup. suppose, je reboucle avec mon point de tout à l'heure, que les administrations se dotent de ces compétences ou du moins s'en rapprochent localement. Voilà. Tout en étant conscient que les chercheurs, en vrai, ils sont chiants, pardon Élise, et que le temps, ma vie consiste à être dans un sandwich temporel entre un décideur politique pour qui le temps maximum, c'est dans 20 minutes, et un chercheur pour qui le temps minimum, c'est 10 ans. Voilà. C'est sûr. Merci beaucoup Stéphane, on va s'arrêter là, 12h15. Merci à toutes et à tous d'avoir participé nombreux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, la Fabrique RH, si vous voulez continuer de suivre l'aventure, et notamment l'aventure des sciences comportementales, parce qu'on a bien compris qu'on était tous un peu frustrés de ce temps si court et qu'on a besoin de continuer un peu à parler de tous ces sujets. Donc voilà, on va vous proposer certainement d'autres petits sujets pour la suite. Merci encore beaucoup Stéphane, vous avez un vrai fan club, là. On a en tout cas identifié un fan club et puis de manière plus sérieuse en tout cas. Enfin, j'ai réussi ma vie, ça y est, j'arrête. J'arrête, je ne peux que En tout décevoir cas, maintenant. en tout cas, de manière plus sérieuse, des professionnels qui utilisent particulièrement vos ressources, et ça je pense que c'est quand même une réussite pour la DITP. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. On vous dit à Bonne très fin de bientôt journée, bon sur les week-end à réseaux tous. sociaux. Voilà, Au merci la revoir. Fabrique RH. Au revoir.